Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver pour démarrer cette autre semaine. Un bonheur un tout petit peu entaché de beaucoup de douleur et de tristesse au regard des dernières actualités au Cameroun. Nous avons passé quasiment toute la semaine entière à demander qu'ils nous reviennent sains et saufs. Malheureusement, nos cris seront tombés dans les oreilles des sourds puisque c'est sa dépouille martyrisée, torturée qu'on a eu à retrouver aux premières heures d'hier, comme pour dire que nos cris ne dérange pas ceux-là qui passent le temps à ôter la vie de façon volontaire aux gens. Ce soir, on a envie de marquer un arrêt majeur sur l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun. Un homme des médias, un journaliste, animateur qui faisait son travail, peut-être un peu plus vigoureusement que d'autres. Peut-être un exemple également désormais à suivre pour ceux-là qui se retenaient encore de dire la vérité. La vérité blesse. Parfois le sang coule, parfois on y laisse aussi la vie. Ce soir, on va essayer de comprendre à l'allure où nous allons à qui le prochain tour, à qui la prochaine frappe. Mais peut-être si la réaction elle est à la hauteur de l'attaque, on aura peut-être moins de larmes à couler au Cameroun dans le milieu des médias. Merci de nous honorer de votre présence. Installez-vous confortablement. Je le rappelle qu'on parlera également de l'abus de pouvoir, de la corruption, de tous ces gangrènes qui étouffent le Cameroun aujourd'hui. Il est peut-être temps de lever la tête pour libérer ce triangle national qui aujourd'hui ploie sur de nombreux mots. Merci de nous faire confiance. Je vous invite à vous installer. Le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous tout au long de cette émission. N'hésitez pas à en faire bon usage, peu importe votre position géographique. Info TV, c'est fait la télévision de proximité grâce à notre plateforme Facebook Info TV Cameroun et vos tabloïds. Vous pouvez nous suivre, peu importe votre position au Cameroun et dans le monde entier. Une fois que je l'ai dit, je suis en très bonne compagnie ce soir pour analyser les thématiques prévues pour cette journée. Je vais commencer par ma droite. Il est député de la Nation, élu sous la bannière de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. C'est toujours un honneur et un bonheur de l'avoir sur mes plateaux. L'honorable Adamou Koutpit est avec nous ce soir. Bonsoir, honorable, et bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à mes très illustres copanélistes de ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs fidèles de cette grande émission, Le Grand Soir. Bonsoir aux promoteurs à qui je souhaite d'ailleurs bonne année parce que j'avais oublié de le faire pour la première fois que je viens sur le plateau. Pour cette année 2023. Bonsoir à l'équipe technique et c'est un plaisir, j'ai envie de dire pour cette fois-ci, avec froideur que nous avons accepté votre invitation au regard du contexte que nous vivons depuis hier, depuis la matinée d'hier. Mais c'est un plaisir d'être là. C'est toujours un bonheur de vous avoir, honorable, même dans des circonstances aussi tristes et tragiques que ce que nous vivons en ce moment. Le président du FDR est avec nous ce soir, son président national, M. Aimé Cyprien. Non, je sais. Pas besoin de prononcer, je voulais voir votre mouvement parce que j'aime bien jouer un tout petit peu et vous étiez trop sérieux, il fallait vous détendre un tout petit peu. Bonsoir président, c'est toujours un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Madame Guisselé, bonsoir à mes copanélistes. Un bonsoir particulier à tous les révolutionnaires, à tous les militants et sympathisants du FDR, mon parti. Ouais. Je suis effectivement sérieux, mais au-delà du sérieux, il y a de la révolte. Je suis révolté par les nouvelles qui sont à la base des thématiques, si vous voulez, la première thématique de ce soir. Vous me permettrez d'abord de m'incliner très respectueusement sur la mémoire de cet illustre combattant de la liberté qu'était Martinez Zogo. Quelqu'un qui, ma foi, n'avait pas peur et il se comportait en révolutionnaire, bien que ne faisant pas partie de nos militants et sympathisants. Il se comportait en un véritable révolutionnaire, quelqu'un qui bousculait les tabous. Je crois que son départ va ouvrir de nouvelles perspectives à d'autres révolutionnaires comme Zogo et à beaucoup de révolutionnaires d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre propos introductif. Il faut que dans ce pays, l'on puisse sonner la révolte intellectuelle, la révolte politique, la révolte sociale,
pour que les choses bougent. On ne peut pas tolérer qu'un pays comme le nôtre, où le président de la République, en son temps, avait souhaité qu'on garde de lui l'image, ou si vous voulez, le souvenir de celui qui aura apporté la prospérité et la démocratie. Ouais. Mais que ce pays-là se transforme en Far West, où la règle de droit, si vous voulez, la loi, n'est plus ce qui nous départage ou qui départage les protagonistes, mais que ce soit la jungle, que ce soit plutôt, j'allais dire, la loi de la force qui prévale. Je crois la loi du plus fort? Du plus fort, bien entendu. Et là, nous sommes dans la jungle, nous sommes dans un état de nature, bref, un état voyou, et nous pensons que nous n'avons pas le droit d'accepter que le Cameroun soit un état voyou. Les Camerounais doivent se sentir en sécurité. Il est inacceptable, intolérable et révoltant que notre pays, aujourd'hui, que les gens puissent avoir la peur dans le ventre en faisant simplement le travail pour lequel ils sont été formés ou alors le travail pour lequel ils sont appelés à servir la nation. C'est inacceptable. Vous aurez sûrement l'occasion d'étayer votre posture tout à l'heure, tout au long de cette émission. Le temps pour moi de souhaiter une bonne heureuse année 2023 à M. Willy Mengue, que je retrouve en cette nouvelle année pour la première fois sur le plateau du Grand Soir, tout en vous souhaitant d'être en très bonne santé. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes un militant cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir M. Mengue et bienvenue. Bonsoir Madame Guesselet, bonsoir aux co-discutants. Et bien sûr que c'est depuis hier matin, on ne peut pas bien dire qu'on est en bonne santé mentalement ou psychologiquement, vu la frayeur qui, n'est-ce pas, habille et meuble notre quotidien depuis ce temps-là. Mais le MRC essaye quand même de répondre présent à votre invitation cet après-midi pour justement, tête haute, débattre de cette thématique qui préoccupe l'intérêt général dans un domaine qui est essentiel, c'est-à-dire le journalisme et la liberté de presse. Donc j'espère être à la hauteur des préoccupations des uns et des autres, partout où ils se trouvent, ceux parmi vos milliers de téléspectateurs. Une fois de plus encore, bonsoir. Merci à vous d'être là et pour compléter ce panel, le quatrième et non des moindres, c'est l'une des voix les plus autorisées lorsqu'on parle de politique, d'espace socio-politique au Cameroun. Il milite sous la bannière du RDPC. C'est un bonheur de la voir ce soir. Monsieur Raphaël Ndougou, bonsoir et bienvenue. Merci Rosalie, meilleurs vœux 2023. C'est vrai que vous on également, ne s'est pas vu depuis la première cette fois. nouvelle année. Heureusement, Dieu merci, je ne suis pas venu après le premier mois de l'année, qui est janvier. Nous sommes quand même encore en janvier. Meilleurs vœux à vous-même, à votre PDG et à l'ensemble du personnel de cette grosse télévision, de ce groupe La Météo qui monte, qui n'est pas aussi en reste avec la thématique que nous allons aborder tout à l'heure. Permettez-moi de saluer tous les Camerounais. Nous le faisons parce que malgré la douleur qui peut être la nôtre aujourd'hui, mais comme on dit, tout passe, la vie continue. Je sais pour ceux qui sont chrétiens que Jésus-Christ avait demandé à son Père, « Mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Merci de m'avoir convié. Je n'oublie pas les compagnons qui sont là, meilleurs vers eux aussi. Merci de m'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Merci d'être là. On va tout de suite rentrer avec la première thématique de ce soir. Plusieurs questions taraudent notre esprit autour de cette réalité. On le rappelle pour les téléspectateurs que sa dépouille sans vie torturée, parce que quand je dis torturée, j'emploie peut-être des mots très faibles face à ce que nous avons eu l'occasion de voir du côté des Bogota Pressois, où on a retrouvé sa dépouille aux premières heures de la matinée d'hier. On a envie de se demander
demander quand est-ce qu'on l'a tué, puisque on le dit à toute fin utile, le corps était, la dépouille était en décomposition avancée. Ça veut dire que c'est pas hier matin qu'il a été tué. On a envie de se demander quand il a été tué, pourquoi on l'a tué, et surtout à qui profite le crime ce soir. Beaucoup de questions. Nous, Taro, on rappelle, d'après le communiqué du ministre que je rendrai public tout à l'heure, une enquête est ouverte. Lorsqu'une enquête est ouverte, on n'a pas envie de droiter quelqu'un pour dire qu'il est coupable, mais on a envie de se poser les bonnes questions et on va le faire ensemble ce soir-là. Je vais commencer par vous, Président. Je vais le dire simplement. Hein. A-t-on le droit d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'il dit une vérité qui peut être blessante sur nous? Vous savez, madame, je suis révolutionnaire et en même temps démocrate. Ouais. Et certains peuvent penser qu'il y a une espèce de contradiction. Mais je suis de ceux qui pensent que nul, mais alors nul, aucun être humain n'a le droit de supprimer la vie. Il n'y a que Dieu qui seul donne la vie, qui a le droit de supprimer la vie. Je suis choqué, je suis révolté parce que, madame, je constate que le Cameroun est en train de faire dangereusement un retour dans la barbarie. Dans la barbarie. Je voudrais dire que le Martinez-Zogo, lorsque j'ai vu ce corps, vous l'avez dit, lorsque j'ai vu les sévices, et d'ailleurs j'ai lu également le communiqué de ceux qui ont pu faire l'autopsie. On va terminer avec, si ça ne vous gêne pas. L'autopsie. Les blessures, les sévices que j'ai vus m'ont rappelé mon propre père. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne le savent peut-être pas. Mon père a été tué dans les mêmes conditions il y a 6 ans. Il a été enlevé dans sa maison au village, dans mon village. On est allé le tuer dans sa plantation. On a découpé son sexe. On a saboté son corps. Et nous aussi, nous avons retrouvé le corps, je crois, 5 jours après. Il a été enterré dans un état de décomposition avancé. Parce que, en réalité, peut-être qu'on ne voulait pas s'en prendre tout de suite directement à moi-même, mais on voulait faire, ou on voulait taire le révolutionnaire. Et je crois que 2 ou 3 mois après, on a également enlevé mon fils de 6 ans de l'école, qui a été, lui, amené aussi quelque part, qui a réapparu mystérieusement quelques heures après, mais qui est tombé malade 1 mois plus tard et est décédé à la Fondation Chantal Biya, dit-on de suite de, comment on appelle, de la méningite. C'est parce qu'on est allé inoculer à l'enfant. Mais je croyais que les choses... Ce genre de pratique, c'était arrêté? C'était arrêté. Mais j'avais la conviction qu'une dictature, une tyrannie, ne peut pas abandonner une pratique qui l'a fait perdurer au pouvoir et qui semble l'avoir fait perdurer déjà depuis 41 ans. Ce que je vais dire, c'est que la mort de Martinez, à mon sens, doit sonner la révolte de tout notre peuple camerounais, dans toutes ses composantes. La société civile, les politiques que nous sommes, les médias qui est aujourd'hui en première ligne, parce que c'est un des vôtres et l'un des meilleurs, je pèse bien mes mots, qui a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Et l'ensemble du peuple camerounais, parce que, dites-vous bien madame, et j'ai l'habitude de le dire, moi je suis un disciple de Sankara, de Thomas Sankara, je suis panafricaniste également. Et je pense que, comme il le disait lui-même fort opportunément, un peuple qui n'assume pas sa révolte contre les injustices, contre la tyrannie, n'est pas digne qu'on s'apitoie sur son sort. Alors, il faut que les Camerounais se mettent en posture qu'ils doivent se défendre. Ils doivent défendre leurs droits, ils doivent défendre leur liberté. Et que c'est en la défendant, en défendant leur liberté, et que l'ensemble du corps social, dans toutes ses composantes, va accompagner ce peuple
et nous allons nous libérer. Si des gens continuent à penser que comme c'est Martinez, ou alors c'est un homme des médias, nous, les politiques, nous ne sommes pas concernés. Lorsque un homme politique tombera, les hommes des médias diront aussi, nous ne sommes pas concernés. Si le peuple pense que comme c'est un journaliste qui est tombé, de toutes les façons, moi je ne suis pas journaliste pour le moment, c'est l'affaire des journalistes, alors lorsque les citoyens vont continuer à tomber comme mon père, comme mon fils, comme Monseigneur Plumet, comme Ouazizi, comme l'abbé Ngongo, et comme récemment encore Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, alors nous n'aurons pas compris que la liberté se conquiert par l'ensemble du corps social. Monsieur Mengue, depuis très tôt ce matin, j'ai reçu beaucoup de coups de fil des gens qui ont trouvé que toi aussi là, tu parles souvent. Il faut te taire, Rosalie. Hein. Il faut même commencer à filtrer les gens qui viennent sur ton plateau là. Ils te font dire des choses pas possibles. Et je me suis demandé, lorsque je parle de toi, je parle de moi. Je crois que c'est Hugo qui le disait. Si ma mémoire est encore fraîche, à un moment donné, si ça arrive chez ton voisin et tu te tais, le jour où ça t'arrive, qui va crier? C'est pour cette raison, Dame Guesseler, qu'il ne faut pas observer dans cette situation tragique la mort de Martinez Zogo comme étant un assassinat au singulier. Parce qu'en fait, ce n'est pas Martinez Zogo qui a été assassiné. C'est la liberté de la presse qui est assassinée. La liberté de la presse est assassinée au siège des institutions, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Martinez Zogo n'a pas été enlevé à Tokombéré, ni à Garoua-Boulaye. Martinez Zogo, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas été enlevé à Woum, ni à Kumba, des zones qui sont en proie d'insécurité. Martinez Zogo a été enlevé à Yaoundé, entre son lieu de service et son domicile. Il a été enlevé, les traces entrevoient une orchestration, c'est-à-dire quelque chose de bien planifié et surtout de bien financé. Les mains d'experts et des professionnels, de l'argent qui a été mis en circulation, à contribution, parce que faire déplacer un véhicule 4x4 du type Prado, s'il est loué ou pas, ne relève pas d'un petit individu du quartier. Bien entendu. Ça veut dire que la liberté de la presse n'est pas visée par les en bas du bas, mais elle est assassinée par les en haut d'en haut. Qui se sentent, n'est-ce pas, concernés par le travail que fait la presse dans sa liberté. Qui se sentent exposés comme le gouvernement de George III, nous sommes au XVIIIe siècle en Angleterre, qui n'acceptait pas la critique formulée par les journalistes. Mais George III n'assassinait pas. Il pouvait se saisir des journalistes parce qu'en Angleterre au Xe siècle, toute critique formulée vis-à-vis du gouvernement était considérée comme une diffamation. Donc c'est un délit. Et le délit était d'autant plus grave que si le journaliste pouvait prouver le fondement de sa critique. Mais Georges Croix, il n'assassinait pas. On ne t'envoie pas devant les tribunaux, tu pouvais te justifier. Mais au Cameroun de Paul Biya, on assassine la liberté de la presse. Il y a des cas antérieurs. Ce n'est pas un cas isolé. Ça veut dire que c'est une constance, c'est une dynamique qui est construite. Quiconque viendra à nous exposer dans nos crimes économiques qui décapent à longueur de journée les programmes économiques et sociaux qui sont plombés. On parle, Martinez Zogo a publié des preuves qui accablent certaines personnalités directement perchées au pouvoir ou des rejetons de ces personnalités ou bien leurs amis, c'est-à-dire un cercle vicieux, opaque, qu'on pourrait appeler aisément des homo kleptomicus. Les kleptomanes et les kleptocrates qui pillent le pays aisément veulent sortir blancs. Ils ont donc décidé d'assassiner la liberté de la presse. Or, un segment, un maillon essentiel dans la société
une société qui se projette comme étant démocratique considère la presse comme un pouvoir. On n'assassine pas un pouvoir, on le protège. Et le pire, c'est que il y a, malgré les communiqués qui peuvent être pondus ici et là, un sentiment d'aller vers les mêmes finalités des cas que nous avons connus avant. On vous a cité tout à l'heure le cas de Jules Koum-Koum. Il y a eu le cas de Bibi Ngota. Il y a eu le cas de Monseigneur Balabenois. Il y a eu le cas de Ouazizi. C'est des cas. Tantôt, par des forces qu'on peut identifier, tantôt par des forces qu'on ne peut pas identifier comme c'est le cas actuel. Ça veut dire que c'est une dynamique qui est instituée. Une dynamique qui nous plonge dans l'état de non-droit, c'est-à-dire dans la jungle. Allons-nous laisser la presse être assassinée? Allons-nous laisser la liberté de la presse être enterrée? Non. Parce qu'on ne peut pas admettre la jungle alors que nous avons admis depuis les années 60 un état de droit avec toutes ces garanties. C'est pour dire que au moment où nous crions ici, parce que nous crions depuis hier, au moment où on va crier demain, ces simples cris ne suffisent pas pour que l'ordre des choses retrouve le sens normal. Au moment où nous crions ici, au moment où on va crier à l'étranger, il faut déjà noter l'action de certains médias internationaux qui en font vraiment. Et il faut même déjà vous encourager, vous, ici Info TV, osez parler de ce dossier. C'est être à la faveur de la vérité. Moi, j'ai lu les dernières parutions de Info Matin. Depuis 5 ou 6 jours, Info Matin a fait focus là-dessus. C'est parce que vous comprenez courageusement qu'il y a nécessité de dénoncer et de faire et d'arrêter ces horreurs et cette terreur qu'on veut remplacer, qu'on veut promouvoir dans la cité. Lorsque Maurice Kamto disait un temps que les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore, ce n'était pas au hasard. Parce que tout laisse croire que plus on va vers l'aurore, c'est-à-dire plus on va vers la sortie de la nuit, il y en a qui n'ont pas cru qu'on va sortir de cette nuit. Mais plus qu'on va vers cette sortie, plus la terreur s'invite dans le menu sinistre. On était déjà peut-être accommodé qu'ils ne font que des crimes économiques. Mais ils sont en train, c'est les grandes mutantes. Ils vont de crimes économiques en crime de liberté. C'est un crime de la liberté. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. La situation est extrêmement grave. Si on peut dire faire taire le seul canal par lequel le peuple souverain en quête de vérité peut se pencher pour se positionner, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe avec la fortune publique. Où en sommes-nous? Le seul canal qui reste aujourd'hui d'un ton libre, c'est la liberté de la presse. Au moment où la plupart des institutions brillent par un certain mutisme, je parle à côté d'un député qui va prendre la parole tout à l'heure. Les cumuls de crimes économiques que nous avons, aucune institution n'ose lever le doigt. On comprend qu'elles ont été muselées, on comprend qu'elles sont mutistes parce qu'il y a un jeu d'intérêt. Mais seule la presse libre, au moins, informe le peuple de ce qui se passe. C'est pour dire que, face à cette insécurité qui menace la liberté de la presse, il y a un problème d'insécurité générale. Si on peut déjà enlever quelqu'un en plein Yaoundé, le torturer et aller le jeter là où on l'a trouvé, et que cela soit ainsi, on ne peut pas accepter. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau parce qu'il y a beaucoup à dire. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. On aura l'opportunité de dire ce qu'on a envie de dire. Raphaël Ndougou, mine de rien, c'est quand même un scandale, un traumatisme même pour surtout les hommes de médias que nous sommes. Si ce magnifique métier que nous avons embrassé, ce plaisir qu'on a à donner l'information et la bonne information, je crois qu'on a un métier tellement bien encadré, on a tellement d'institutions qui nous encadrent, que quand bien même l'on aurait commis un délit de presse, je pense qu'on a suffisamment d'organismes et d'organisations présentes sur le territoire national pour nous interpeller. On peut même nous empêcher d'exercer ce métier, c'est leur droit le plus absolu. Pourquoi en arriver à tuer un être humain?
peu importe l'information qu'il a rendue publique. Cette fin, il le méritait, Martinez Ogo? Réponse, non. Le président Biya a dit, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. Donc, normalement, quand il y a un assassinat comme celui-ci, il doit être interpellé au premier chef. La peur qu'on va installer dans vos mémoires, dans vos têtes, les journalistes, Jésus-Christ avait dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, hein, ils ont tapé poteau. Il n'y a pas de chance n'ayez pas peur parce que la peur s'installe. Lorsque on est, on va vivre et on va mourir. Parce qu'ils savent quand ils ont fait ce qu'ils ont fait à Martinez, ils savent pertinemment que beaucoup auront peur. Oui, c'est pour ça que mon entrée dans cette thématique-là, je suis gêné qu'en dehors du groupe météo, quelques rares autres journaux, je n'ai pas vu la presse véritablement mobilisée. On dit au quartier que lorsque la maison du voisin brûle, préparez-vous à atteindre le feu chez vous. Au Cameroun, c'est généralisé, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, même dans les partis politiques, hein, toutes chapelles confondues, à un moment donné, lorsque le FDR a un problème, parfois, le FSNC va dire que ça ne me concerne pas. Lorsque l'UDC a un problème, parfois, la NDP va dire que ce n'est pas mon affaire. Lorsque le MS a un problème, quelqu'un d'autre va vous dire, c'est comme ça fonctionne partout. Parce que si on commence à énumérer ce que les hommes de médias ont déjà vécu, mais autrefois, on n'avait pas atteint le niveau supérieur qui est l'assassinat. Et dans les conditions que nous avons, seulement regarder à distance le corps de Martinez. Tout à l'heure, il vous faisait cas de Jules Koumkoum. Mais peut-être qu'il ne savait pas que Alexis Nkomoya était un jeune garçon qui était engagé à la Presby, la Jachabi. Il a été percuté vers Nkomo par une voiture. À l'époque, on n'avait pas les éléments nécessaires pour dire que c'est un assassinat. Puisque Jules Koumkoum lui-même avait été percuté. Ceux qui connaissent l'affaire de médias à Yaoundé peuvent imaginer la verve de garçon qu'on appelait Alexis Nkomoya dans des médias ici à Yaoundé. Tout à fait, moi je le connais. Très bien. Vous comprenez que ça vient de loin. Les gars n'ont pas atteint ce niveau. Et lorsqu'on atteint ce niveau, il faut que ceux qui sont là démontrent que le niveau que vous avez atteint là, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cette raison que j'ai commencé par la citation du chef de l'État. Parce que je me souviens de 2005, lorsque la presse disait qu'il y avait des détournements, la corruption et tout. On a fait lire au chef de l'État un discours qui demandait les preuves. Quand, à la fin, il a eu les preuves, on n'a pas fait lire au chef de l'État que la presse vous a aidé à travailler. Parce qu'en réalité, si on revient au 31 décembre 2022, le président de la République, chef de l'État, demande aux Camerounais, il n'a pas dit, sauf ceux des partis au pouvoir ou bien des hommes de médias, dit, aidez-moi à lutter contre la corruption. Puisqu'il disait qu'il est dans cette bataille-là depuis, aidé par les hommes des médias. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là. On sait, quand on a le pouvoir, on peut avoir tout ce qu'on veut. On sait qu'on a suspendu et des médias ici. On a menacé de fermeture d'autres là-bas. On a même porté des consoles techniques des hommes des médias. Et des autres sont restés que, c'est les autres, non, c'est pas mon affaire. Voilà pourquoi on a la faille entre les hommes des médias. Puisqu'on dit que c'est le 4e pouvoir, je peux même faire le renverser les rôles. C'est le contre-pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que donc, on laisse que les hommes des médias soient attaqués et atteindre le niveau de Martinez pour revenir donc à l'homme Martinez, que moi j'ai connu il y a plus de 20 ans, alors qu'il était à Radio Siantou. Et on a vu, il a vu son mentor, je vais l'appeler ainsi. J. Polemingo était comme un mentor à Martinez. Parce que quand J. Polemingo va à la prison centrale de Konengi, c'est Martinez qui fait son émission après. Donc Martinez avait une rubrique dans son émission à l'époque. Il a été suspendu là-bas en 2005, il n'a pas supporté d'aller à Magic FM. Et j'ai pu vous dire que ce monsieur a reçu des bastonnades. Ça dit que, pour revenir dans ce que vous avez dit, ça dit qu'on n'a pas besoin de me tuer
pour mes prises de position, pour mes dénonciations et autres. Mais on peut me punir d'une autre manière. Il y avait un colonel au 7, que je ne veux pas donner le nom. Tout le monde connaît le colonel en question. Et ceux qui sont encore au 7, ils savent que Martinez a reçu des bâtonnets là-bas. Au point où il a été obligé de devenir l'ami de ce colonel-là. Quand il était déjà à Magic FM. Vous comprenez que c'est un garçon qui... D'ailleurs, il était à Conakry, vous le savez. Ouais. Alors, d'où vient-il que, quand on a déjà fait tout cela, on choisit de le tuer. Et on choisit de le tuer de quelle manière? Parce que quand on n'a pas encore vécu ces choses, comme le président Cyprien racontait, l'affaire de son père, on ne comprend pas. Si on vous regarde seulement le corps, on se rend bien compte qu'il a reçu tous ses vices corporels. Pourquoi pour un être humain? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? La question donc de votre thématique, c'est à qui le tour? Nous savons qu'on a eu les 6 mondiaux à gauche menacés, on a eu Jean Bézinvier. Même votre PDG, on a eu des menaces. On a vu les menaces. Est-ce que les hommes de médias doivent rester tranquilles parce que certains ont des affinités, parce que certains ont des relations d'un autre genre, parce que certains attendent d'être aidés? Non. À un moment donné, lorsqu'on a une phase de cette situation, on peut donc se mettre ensemble pour faire bloc, pour dire que la vie d'un être humain, personne parmi nous ne peut créer un homme. Alors, à partir du moment où on va ôter la vie à un homme, qu'on sache que le soleil ou les étoiles vont amener la vérité. Pour sortir, parce qu'il me semble qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Je reviens dessus, sur l'enquête. L'enquête dont c'est après. Oui. C'est vrai donc dire que les hommes de médias devaient se mettre ensemble. Moi, je m'attendais même à ça. Parce que ce matin, votre signal a été coupé. Le signal d'Info TV a été coupé. Au moment où l'émission Espace Miné passait, j'étais devant le petit, je regardais ça dans mon téléphone. C'était coupé pendant un temps. Alors, pour dire que c'est aussi une autre forme de menace, c'est une autre forme de traumatisme à l'endroit de votre maison, pour dire donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'attends que les hommes de médias se réunissent pour dire presse morte pendant 3 jours au Cameroun, pour dénoncer. Comme cela, ceux qui nous regardent de l'autre côté, vous sauront qu'au Cameroun, les hommes des médias peuvent faire bloc lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, lorsqu'il s'agit d'un assassinat d'un des leurs. Honorable, c'est bien compliqué. On a envie de se demander ce qui peut se cacher derrière cet acte odieux, faire peur à la presse. Une presse d'ailleurs qui jusqu'ici, presque tous l'ont constaté, un tout petit peu muselée, est clochardisée pour ne pas pouvoir faire véritablement son travail. Pourquoi une telle presse devrait encore faire peur à ceux-là qui s'arrangent au quotidien pour la famille? En principe, si vous affamez quelqu'un et qui doit vous tendre la main pour manger, il n'a plus la force de parler contre vous. Pourquoi donc en arriver à de telles extrémités pour une presse que vous jugez avoir sous contrôle? Mais malheureusement, quelques organes de presse et quelques journalistes ont démontré que malgré ces conditions difficiles, ils peuvent avoir le courage de leurs opinions. Franchement, les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai ressenti dans la matinée d'hier. Lorsqu'au petit matin de mercredi 18, on nous a fait comprendre que Martinez a été criminellement enlevé, ma première prière, c'était de dire dans ma réaction que le Seigneur nous permette qu'il revienne vivant. Et comme moi, beaucoup de Camerounais espéraient qu'on allait lui faire subir ce qu'on a fait à son temps subir à Paul Chouta, par exemple, et que Martinez devait revenir. Ça a été une très grande surprise lorsque le gouvernement a sorti le communiqué pour dire qu'ils étaient en train de travailler pour faire toute la lumière sur l'enlèvement. Nous avions espéré que, s'agissant de ce cas, ils s'étaient rassurés que Martinez n'était pas tué. Jusqu'à ce que la preuve du contraire, j'ai envie de dire la fatale preuve, nous revienne ce dimanche matin. Comme disait Raphaël, personnellement, je me suis attendu à ce que le dimanche d'hier soit décrété presse morte, parce que vous savez que le plus grand plateau de débat politique au Cameroun, c'est ce dimanche-là. Et ça n'a pas été le cas, même si sur tous les plateaux, l'image de Martinez était là. Vous me demandez pourquoi faire encore comme si on voulait faire peur à cette presse qu'on a pris toutes les dispositions pour tenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
l'émotion peut nous pousser à doiter un camp comme l'autre. Mais ce qu'il faut qu'on évite de dire dans ce cas, c'est de penser que peut-être le crime peut logiquement venir du côté de ceux que Martinez aura accusés ou mis certaines des actions à l'épreuve. Dans une mafia sicilienne, tout peut arriver. Parce qu'un homme politique, un homme d'expérience, nous savons également que quand on veut te faire du mal, on peut créer des conditions qui poussent l'opinion à s'attendre à ce que tu fasses mal. Et puis quelqu'un d'autre peut faire mal et tout le monde saura que c'est toi qui as fait mal. Il faut qu'on se méfie dans cette situation. La seule chose qui, pour moi, devient incontournable, et je suis très très satisfait que Raphaël ait évoqué cela, c'est qu'aujourd'hui et dans ce cas, seul le chef de l'État est attendu. Parce que le gouvernement, on a rappelé ici, depuis toute cette tuerie, le gouvernement n'a jamais manqué de nous communiquer qu'une enquête est ouverte. Le gouvernement n'a jamais manqué de nous dire que toute la lumière sera faite. Mais, d'une année à l'autre, d'un cas à l'autre, on n'a jamais eu cette lumière-là. Vous êtes sur la lancée, je vais rester avec vous. Je vais justement lire la première communication du ministre de la Communication au lendemain de ce drame pour vous permettre d'étayer votre propos si je suis connecté à ma réalisation. Voilà. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale que les enquêtes ouvertes dans le but de faire toute la lumière sur la disparition de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et animateur de l'émission quotidienne Embouteillage, ont permis la découverte d'un corps sans vie et en état de décomposition avancée ce dimanche 22 janvier 2023 aux environs de la localité de Soie dans la banlieue de la ville de Yaoundé. Les vêtements trouvés sur le lieu de la macabre découverte ont été clairement reconnus par l'épouse de ce dernier comme étant les siens. Le corps, qui a visiblement subi d'importants sévices corporels, a été transporté à l'hôpital central de Yaoundé où une autopsie a été immédiatement pratiquée en vue de son identification. Des recherches actives se poursuivent dans le cadre de l'enquête. Voilà, je vais y arriver. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux, inqualifiable et inadmissible, ce qui ne peut se justifier sous aucun prétexte. Le gouvernement... Ils sont nombreux à réagir, du coup, à entrecouper. Je vais y arriver. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque dirigée contre un homme des médias et réaffirme que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse, et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. Le ministre de la Communication adresse les condoléances les plus attristées du gouvernement à la grande famille de la communication et tout particulièrement à la famille de M. Zogo Martinez, si durement éprouvé. C'est un communiqué signé de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication du Cameroun. Ben, Rosalie, c'est le communiqué, c'est le deuxième. Oui, justement. On parlait ici du premier. Oui. Et même le deuxième. C'était pour vous dire que quand vous suivez le deuxième... Le premier avait fait promesse d'une enquête de faire la lumière sur l'enlèvement. Oui. On attendait cela et puis finalement c'est la promesse première, de faire la lumière sur les a conduits à la découverte macabre. Et on dit que c'est intolérable et que le Cameroun reste un état de droit. Je pense que Willy Menga a cité, rappelé les cas similaires des journalistes tués dans le même contexte, où le gouvernement à chaque fois a promis de faire la lumière, de rechercher, d'interpeller et de mettre les auteurs à la disposition de la justice. On ne l'a jamais fait. Et donc, quand on ne l'a jamais fait, c'est une manière d'encourager ces pratiques. Le ministre ne peut donc pas convaincre en disant dans un communiqué que le Cameroun est un état de droit et qu'on va faire. C'est une énième promesse. C'est pour cela que moi, je ne crois plus en ce que le gouvernement dit dans ce genre de contexte. Tout simplement parce que la bataille qu'on vit actuellement
démontre que ce gouvernement n'a plus une cohésion, est divisé en réseaux, en groupes. Et donc, si les auteurs, ou bien les auteurs directs ou indirects, se trouvent en son sein, il va de soi qu'on trompe l'œil du peuple en faisant des promesses d'enquête qu'on va ouvrir. Et maintenant, on laisse le temps jouer. Quand la charge émotionnelle baisse, on passe dessus. Donc, c'est pour ça que nous disons, c'est le chef de l'État qui est le chef suprême de ces nations. C'est lui qui a engagé l'État du Cameroun sur la voie de la démocratie et de toutes ces libertés acquises et consolidées dans les lois votées et promulguées en 1990. C'est lui qui en est l'auteur. Il faut donc qu'il frappe la main sur la table et qu'il diligente cette enquête de ses propres cheveux pour que toute la lumière soit faite. Et nous pensons que, et c'est pour ça que je disais, il faut éviter dans ce contexte d'orienter la culpabilité vers un camp comme dans l'autre. Mais non, on ne connaît même pas les camps, honorables. Non. Si vous connaissez les camps, on ne connaît pas les camps. On connaît les camps qui s'affrontent actuellement dans le combat contre la corruption, contre la prévarication du bien public au Cameroun. Vous savez que lorsque on connaît qui sont derrière l'utilisation abusive des chapitres 65, 94 et 57, on connaît également qui sont derrière les scandales autour des infrastructures, des sports et autres. Donc ce n'est un secret de polichinelle pour nous. Donc moi je pense que dans ce contexte-ci, seul le chef de l'État peut encore s'exprimer et faire une promesse qui puisse permettre aux Camerounais d'y croire. Et de croire que pour cette fois-ci, on fera toutes les enquêtes possibles. Et le Cameroun dispose des experts en cette matière, des experts suffisamment compétents, qui ont les moyens, qui ont la volonté et qui peuvent avoir l'engagement d'aller jusqu'au bout si on le laisse faire. Je me rappelle une fois, au lendemain, après une série de morts du côté des acteurs politiques qui avaient aussi, parmi les grandes gueules au Cameroun, il y a une presse qui avait titré « Le crépuscule des grandes gueules ». Lorsqu'on a perdu Atebayene, lorsqu'on a perdu le professeur Puce Autour et autres. Et les gens pensent que en faisant ainsi, ça peut faire reculer ceux qui sont engagés pour dire la vérité dans la scène publique camerounaise. Au contraire, quand on le fait, on pousse la population à la révolte. On pousse les gens à sortir finalement de leurs réserves pour faire ce qui reste jusqu'ici inimaginable pour le Cameroun. À savoir une révolte populaire qu'on ne saura plus contrôler, quelles que soient les mesures de répression sur lesquelles les gens comptent aujourd'hui. Il faut absolument que ça cesse. Nul n'a le droit d'ôter la vie à une personne. Honorable, vous pensez qu'au point où on en est, ça suffit encore de le dire autant verbalement, nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un? Non, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il faut absolument le rappeler. Raphaël l'a rappelé, le président Olinga l'a rappelé. Un être humain ne peut prendre à son prochain que ce qu'il peut lui remettre. Personne ne peut remettre la vie à quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Donc, l'être humain ne devrait pas se donner le droit d'oser ôter la vie à une personne. Et quand on en arrive là, ça ne doit pas rester impuni. Et c'est le fait que ça reste impuni jusqu'ici que ceux qui pensent que c'est la voie à suivre sont encouragés à le faire. Imaginez-vous si on avait mis la main sur les meurtres de Ouazizi, si on avait mis la main sur le meurtre de Monseigneur Bala, de Puce Autour et tout ça, de Yves Plumet, si on l'avait fait. Mais les gens devaient savoir que quand on pose cet acte-là, on ne peut pas rester impuni et ça doit avoir un effet de dissuasion. Mais le fait contraire se produit parce que le gouvernement parle pour endormir le peuple et quand le peuple laisse baisser la charge émotionnelle en croyant que ce gouvernement ira jusqu'au bout de l'engagement pris, ben, ils abandonnent. C'est comme si la protection de ce meurtre était au centre, était même au niveau où nous pensons qu'il faut avoir des solutions, au niveau d'État. Et c'est donc qu'aujourd'hui, il faut monter d'un cran. Et le dernier cran, c'est le niveau du chef de l'État. Moi, je pense que, personnellement, je ne crois plus en ces multiples promesses du gouvernement qui démontrent que c'est pour nous endormir, parce que parfois, peut-être, où ils sont impliqués directement, ils ne sont pas impliqués. Mais
il faut absolument que quelqu'un en qui les Camerounais ont accordé leur confiance puisse comprendre que ces Camerounais sont aujourd'hui vraiment dans une situation de malaise grave. Oui, M. Mengue. Oui, Vous vouliez réagir? Oui, je voulais vraiment réagir. Je sais que ce n'est pas mon tour de parole. Non, il n'y a pas de tout. Je n'ai pas une orchestration précise. Je voudrais directement aller dans le sens de l'honorable pour expliquer bien. Ça dit qu'il faut que les Camerounais comprennent pourquoi est-ce que le chef de l'État, dans sa posture de transcendant, puisqu'il est transcendant, il est au-delà de toutes les strates, de tous les jeux d'intérêt. Et là, c'est une affaire qui concerne, parce qu'il faut regarder quels sont les dossiers sur lesquels M. Martinez Zogo était penché. Il suffit de se demander à qui profite le crime. Mais bien sûr, à qui profite le crime. Ça veut dire M. Zogo était sur les dossiers brûlants, les problèmes de corruption et détournement massif, les crimes économiques, l'enrichissement illicite. Ce qui fait l'actualité d'ailleurs, tout ça. Bien entendu. Et je crois que dans le message du 31 décembre dernier, on l'a rappelé, M. Ndougou l'a rappelé, c'est-à-dire le chef d'État a interpellé toutes les sensibilités, toutes les bonnes volontés, à vrai pour que la lutte contre la corruption puisse être un problème d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on évoque dans le communiqué du gouvernement que l'enquête est ouverte pour faire toute la lumière, lorsqu'on parle des crimes économiques et d'enrichissement illicite, quels sont les auteurs? Ils sont dans le gouvernement. Ce n'est pas Rosalie Guesselet qui prend l'argent dans la ligne 94 ou 65, s'il faut parler que ces deux-là. Ce n'est pas M. Ndougou ici présent qui est dans le Covid gate. Ce n'est pas l'honorable M. Adamo Koupit qui est dans la can gate. C'est l'ensemble de ces dossiers-là. Ça veut dire que ceux qui sont supposés diligenter cette enquête au sommet sont supposés être impliqués dans les scandales. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, il ne faut s'attendre à rien. Ce serait du réchauffé présenté, similaire au cas antérieur. D'où la nécessité de l'implication personnelle du chef de l'État, qui est transcendant, qui est de la hauteur, et qui, du haut de son âge et de son expérience, lui-même, qui a engraissé ces monstres qui sont devenus aujourd'hui incontrôlables. Il a engraissé ces monstres qui sont devenus incontrôlables dans l'impunité et le laxisme. Lui donc peut se reconvertir, faire alliance avec le peuple souverain, dit que je ne suis vraiment pas avec eux pour qu'ils prennent ces responsabilités statutaires. Oui. C'est à lui que cela incombe. Donc le communiqué du ministre de la communication, c'est déjà, c'est classique. C'est habituel, c'est déjà entendu un peu partout. On ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. L'opinion publique, le peuple camerounais ne peut pas s'attendre à une issue favorable. Faire la lumière, traquer les coupables qui sont haut placés. Ils sont haut placés, Rosalie Guesselet. C'est pas n'importe qui organise ce qu'on a vu là. C'est pas n'importe qui. Ils sont haut placés. Et nous le disons pourquoi? Parce que nous sommes en fin de règne. Le fin de règne, c'est le jeu des intérêts. On vous a toujours posé la question ici là, de savoir que tous ces milliards que ces gens-là volent, vous connaissez pourquoi? Ce n'est pas pour construire des maisons ou acheter des voitures. Les gars, c'est les prépositionnements pour voir quelle pourra être leur position après M. Biya. C'est la nuit des longs couteaux à laquelle de temps en temps nous faisons allusion. Ce sont les prémices accélérées de la nuit des longs couteaux. Donc, le chef de l'État doit garantir une sortie honorable. Il faut qu'il garantisse une sortie honorable de son règne. Voilà une opportunité qui doit se saisir pour prouver au peuple qu'il veut vraiment lutter contre l'enrichissement illicite, les détournements et les corruptions, sujets sur lesquels Martinez Zogo en a fait une pesanteur particulière et qui semble être aujourd'hui la causalité de sa mort fatale, encaissant ainsi ce soldat ainsi par ce qu'on appelait l'assassinat de la liberté de la presse comme conséquence directe. Donc, M. Biya, chef de l'État, doit comprendre que les paroles qu'il a eu l'habitude de prononcer dans les discours de fin d'année, voilà l'occasion de se saisir et non d'être distant. Il n'a plus droit à la distanciation sur des sujets brûlants. Il faut qu'il s'implique personnellement. Et déjà, sa réaction est attendue. Ne serait-ce qu'un tweet. Nous attendons ne serait-ce qu'un tweet de la part du chef de l'État. Pas de communiquer que n'importe qui va se lever dans la nuit, faire sa pensée, écrire pour juste faire taire les hommes. Non, nous avons besoin de la réaction directe du chef de l'État. Ce n'est pas un tweet, pas par un discours, et qui s'en implique. C'est pour ça que je voulais directement prendre la parole après l'honorable pour faire asseoir bien sûr, pour enchérir, c'est ça. Oui, président.
Oui, je voudrais être essentiellement factuel. Je voudrais dire que nous sommes là en face d'un phénomène qui n'a pas un autre qualificatif en dehors du terrorisme d'État. Je vous ai dit tantôt que mon propre père a été victime de cela. Ouais. Parce qu'on estimait qu'Olinga, avec sa révolution, il parle trop, il gesticule trop, il critique beaucoup le gouvernement. Ça vous a calmé au moins? Ça ne m'a pas calmé, ça m'a plutôt révolté. Ça m'a plutôt révolté. À un moment donné, puisqu'ils se sont rendus compte qu'après 2008, quand on a dit que j'étais le chef des apprentis sorciers, on nous a arrêtés, on nous a foutus en prison en 2008. Je suis sorti, je ne me suis pas calmé. Ils m'ont encore attrapé en 2011, on dit que nous avons voulu faire l'insurrection, renverser le régime et tout ça. On m'a encore enfermé. Il a été tabassé. Et on m'a encore enfermé pendant tout un mois dans les geôles des services de renseignement. Je suis sorti et j'étais davantage motivé. Ils ont donc pensé que peut-être en commençant à faire le vide autour de moi, c'est-à-dire en tuant mon père de cette façon atroce, je vous dis, mon père, son corps était mutilé, des organes sectionnés, une atrocité à nul autre pareil. Et ça m'a non plus démotivé. Mais j'ai dit que nous sommes là en face d'un phénomène qui a pris du temps. Et le chef de l'État qu'on interpelle aujourd'hui, moi je ne crois pas à ceux qui interpellent le chef de l'État, qu'il y aura quelque chose. Parce qu'en réalité, nous sommes en plein dans la nuit des longs couteaux. Et nous sommes là en train d'entrer justement à une fin des règnes. Et des gens qui se sont enrichis, comme disait mon copanéliste du MRC, sont dans une logique de conserver le pouvoir et de le conserver à tout prix et à tous les prix. Et c'est un message. C'est pour ça que je vous disais que la longue liste de tous les crimes qu'on a d'abord élucidés tout à l'heure, mais c'était pourquoi? Mais c'était justement pour chercher à faire peur, de manière à ce que le système reste en place. Le chef de l'État, je pense que lui-même, à moins qu'il nous prouve le contraire cette fois-ci, est dans la logique du fait accompli, où des criminels, un gouvernement de criminels qu'il a mis en place, pose des actes et on vient lui faire comprendre que c'était la seule façon pour nous de vous permettre de rester au pouvoir. Il faut justement que, parce que moi je ne crois pas qu'il puisse faire quelque chose en dehors de ce qui a déjà été fait et qui était l'impunité. Mais s'il faut qu'il fasse quelque chose, il faut donc qu'il nous démontre aujourd'hui que lui, il n'est pas impliqué dans cette organisation criminelle de son régime qui, au fil du temps, a commis tant de crimes, tant de gaffes. Il a une dernière occasion justement de sortir par la grande porte en faisant en sorte que tous les crimes qui ont été posés avant, parce que je continue à dire, tout a une fin. Tout a une fin. Même les crimes qui nous ont été, le préjudice qui nous a été créé, nous avons amorti, nous avons ruminé la colère, mais nous nous sommes dit, nous sommes dans un état, un jour, nous allons obtenir justice. Parce que les crimes de ce genre n'ont pas de prescription. Parce que même l'assassinat de mon père ne restera pas impuni éternellement. Donc, nous disons que ce qui est en train de se faire là, nous voyons bien. Et le message sibyllin qui découle, c'est qu'en réalité, ceux qui pensent qu'ils ont confisqué tout l'argent du pays et qu'avec cet argent, ils vont s'accrocher au pouvoir à tout prix et à tous les prix, après M. Biya, sont dans une logique où ils veulent faire peur. Peur à la population, peur au peuple. C'est-à-dire que quand ils vont prendre, même par la force, quand ils vont prendre, même dans leur logique, dans une certaine logique de gré et à gré, que personne n'ose lever le doigt. Et je vais leur dire que tout peuple, il n'y a pas de peuple qui soit, amorphe. Il y a un degré. Que lorsqu'on franchit ce seuil, c'est la révolution. Et nous sommes en train d'aller vers une révolution populaire très brutale. Parce qu'à la fin, on a vu la fin des gens comme Ben Ali, un régime policier essentiellement criminel. On a vu la fin de toutes ces dictatures qui, au fil du temps, ont mis le peuple dans une logique de
crainte, de peur permanente. Mais on a vu comment, parfois, l'effet un fait peut sortir de manière anodin, et puis ça bouleverse tout. On l'a vu avec la tentative au Burkina de M. Compaoré, on l'a vu avec l'immolation de Bouazizi en Tunisie. Donc, un fait anodin, apparemment anodin, et un crime comme celui-ci, si rien n'est fait de manière sérieuse par rapport à ce crime, je peux vous assurer que les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois seront déterminants pour le changement au Cameroun. Je vous le dis. Donc, M. Paul Biya, que nous voulons voir sortir par la grande porte, parce que c'est un patriarche qu'il ne faut pas bousculer, doit donc comprendre qu'aujourd'hui, sa bande de criminels, de monstres qu'il a formés, est en train de se mettre dans une posture où il faut écraser le peuple, où il faut maintenir le peuple dans la peur afin de faire passer leur plan machiavélique. Leur plan machiavélique qui est de faire en sorte que la mafia, parce qu'en réalité, nous n'avons plus de gouvernement. Il faut le dire, et il faut le dire même à M. Biya avec force. Si lui pense qu'il a un gouvernement, nous avons une organisation divisée en réseaux mafieux qui s'affrontent et qui sont en train de s'affronter. Aujourd'hui, Martinez est un fusible qu'on a fait sauter. C'est un fusible. Nous voyons tout cela. Et j'interpelle moi aussi le président, même si je suis conscient du fait que, en réalité, il ne peut pas faire grand-chose. Mais qu'il y ait un sursaut. Les paroles au pouvoir. Monsieur le Président, un sursaut, oui. Sauver le pays. Oui. Enlever le pays entre les mains des mafieux et confier-le entre les mains des patriotes. Il y en a. On a près de 30 millions de Camerounais qui sont capables de vous accompagner, qui sont capables de vous aider. Moi, personnellement, même, je suis capable de vous aider, Monsieur le Président. Quelle est cette histoire où les Camerounais, aujourd'hui, ont la peur de donner, ne serait-ce que des propos, dans un contexte où des gens se sont assis et ils disent que nous sommes en démocratie. La démocratie tue ceux qui n'ont eu pour seul malheur que de dire ce qu'ils pensent. La liberté d'opinion. Mais c'est quelle histoire? C'est quel pays? Et je dis donc au président de la République, il a le choix. S'il veut sortir, comme nous le souhaitons, comme un patriarche, par la grande porte, qu'il soit pour nous une bibliothèque vivante, qui va rester, comme il l'a dit dernièrement au village, et que nous serons heureux, nous qui allons prendre le pouvoir après lui, d'aller de temps en temps le consulter pour dire, Monsieur le Président, voilà une situation, vous qui avez une longue expérience du pouvoir, comment on peut régler cela? Et il nous donne des conseils. Ce serait une bibliothèque. S'il veut donc sortir par la grande porte et aller au village pour qu'il soit pour nous une bibliothèque, il a intérêt à choisir le camp du peuple et notre camp. S'il continue avec son camp des bandits à col blanc, qui sont devenus curieusement des criminels à gages, eh bien, il risque de faire l'objet du courroux du peuple, comme ça l'a été en Tunisie, comme ça l'a été au Burkina Faso et comme ça l'a été en Égypte. Monsieur Ndougou, on va sortir avec vous, puisqu'on restera à peu près dans la même tendance avec la prochaine thématique. Vous interpellez également le chef de l'État comme dernier rempart, puisque finalement, c'est vers lui que tout le monde a le regard tourné désormais. La majorité ne font plus confiance au gouvernement qui l'entoure et qui fait des sorties. On a reçu le communiqué du ministre qui, pour tout le monde sur ce plateau, ne veut rien dire en français facile. Il annonce la suite de l'enquête et bien sûr, il présente ses condoléances. Et pour l'instant, pour beaucoup de personnes, ça paraît léger au regard du drame que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Rosalie, les Benzikinais sont solidaires. Oui, très. Nous avons perdu un coach. Vraiment, quand on entend le récit, il me semble que le coach a percuté quelqu'un et qu'il a fait la machinerie pour venir voir la situation. Les Benzikinais sont tombés sur lui. Et en voulant fuir, il en est décédé. Je pense l'exemple des Benzikinais pour dire que même les fourmis, dans mon village, quand les fourmis marchent là, il y a les guerriers parmi les fourmis, il y a les mères et tout ça. Donc, elles sont organisées. Vous savez, quand on regarde les assassinats qui se sont perpétrés dans notre pays, même avant les indépendances, on se rend bien compte qu'on se sert toujours des compagnons de misère des autres.
pour les assassiner. Malheureusement. Oui. C'est-à-dire que chacun rentre un peu en arrière pour voir comment est-ce que Onyob a été assassiné, comment est-ce que les Wandji et tout ce beau monde-là. Wandji est arrivé au Cameroun, c'était le dernier rempart d'ailleurs. Il est arrivé au Cameroun et tout, il a fait confiance au je ne sais pas trop moi. Bref, il a été assassiné. Si vous rentrez même encore, docteur Moumier, il a été assassiné. On utilise toujours des personnes avec qui on marche, avec qui on fonctionne. C'est pour dire, Rosalie, que j'ai interpellé le chef d'État moi-même. J'ai d'abord cité qu'il avait dit qu'on ne parle plus au maquis pour nous exprimer. J'ai dit que lui, il est le seul à faire la sortie là maintenant pour que justice soit faite. Mais également, j'ai dit qu'il y a une autre forme. Le contre-pouvoir peut se taire. Et puis le président nous a demandé pourquoi je ne vois plus les émissions d'info-télévision. Oui, en ce moment-là, si les gens vont toujours lui dire donner des mauvaises informations, ils n'auront plus quoi, ils sauront plus quoi dire. Je le dis clairement en regardant la caméra, que les hommes des médias, restez, hommes et femmes des médias, restez solidaires. Parce que si vous vous montrez divisés, on va alors vous finir. Parce que le test que nous avons cité tout à l'heure, c'est qu'à dire que ce qui est, on n'en a pas parlé de la TP. C'est-à-dire si on va sur le plan même des enquêtes, on ne peut pas démontrer par A plus B, mais tout le monde sait quand même qu'à TP avait un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations. Données par qui? Par les mêmes gens. C'est-à-dire que ceux qui sont au gouvernement qui veulent, parce qu'il faut le dire, le gouvernement est divisé, ce n'est pas aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que tous les gouvernements, il y en a qui sont les amis, il y en a qui ne sont pas les amis. C'est-à-dire que les informations qu'on vous donne, et comme vous avez donc ceci de particulier, ceci dans votre déontologie, c'est de ne pas trahir la source. Donc, comme on sait que vous n'avez pas trahi la source, on préfère faire ce qu'on vient de faire là. Il y a quelqu'un qui était consultant en matière de sport dans ce pays, qui était mort comme ça, Jean-Pierre Ndjemba, paix à son âme. Moi, je suis là pour dire qu'on a eu des morts ici bizarres, suspects. Puis tout il habitait en Guise là-bas, nous on se voyait à chaque fois. Puis tout est mort comme ça, on dit qu'il avait la suicide, c'était quoi? Il est mort. C'est pour ça que je veux dire que comment comprendre que quand les gens meurent ainsi, nous restons, on dit que ça ne nous regarde pas. Comme vous l'avez si bien dit ici, donc ça veut dire que si tout le monde meurt, quand on vient à votre tour, qui va encore tirer la sonnette d'alarme? Personne ne va plus tirer la sonnette d'alarme, les gens des courses, on va vous atteindre vous-même. Donc il faut que les gens se réveillent. Ça dit que si on est dans une corporation, je dis que comme je connais un peu l'environnement médiatique, je sais de quoi vous êtes capable, je sais un peu comment vous travaillez. Il ne faut pas qu'on laisse un certain nombre de choses. Il faut absolument que, avant les 3 jours qui vont suivre la découverte macabre du corps de Martinez, il faut que la presse démontre qu'elle en est capable. Parce qu'on a montré dernièrement notre journal Messager, Jean-François Channon, pour ne pas le nommer, qui lui-même aussi est menacé. J'ai bien dit que vous-même, le Dieu de l'Inde est menacé, Jabez vient menacé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend seulement que, comme vous avez dit à qui autour, qu'on se met encore à pleurer pour dire, en même temps, ces gens ont des familles. Ils ont des familles, ils ont leurs proches, ils ont des enfants, ils ont des personnes à nourrir. Donc, pour tirer la sonnette d'alarme, ne serait-ce que dans votre jargon. Parce que les gens qui bataillent là, aujourd'hui, il y a peut-être un camp, puisqu'il y en a certainement, les camps qui disent que cette fois, on a fermé la boîte de celui-là. J'ai récupéré une note. Il me semble que Mathieu a écrit à la présidente de la cour d'appel du centre. J'ai récupéré une note, j'ai vu ça, pour parler de certaines dénonciations. C'est pour dire que, vous l'avez si bien mentionné, ça dit que si il avait diffamé, si les faits n'étaient pas avérés, on sait que les journalistes sont allés en prison de part et d'autre. On porte plainte tous les jours aux journalistes, c'est pas nouveau. Quand ces gens sont allés plus loin, Rosalie, parce que parfois nous oublions, vous avez entendu les évêques claironner ici. À la fin, ils sont restés tranquilles. Mais Benoît Baron a dit qu'il était, ce n'est pas le tribalisme, il était un étudiant comme moi, de la région du centre. Ça veut dire qu'on a laissé un mot qui est dans l'eau. Pendant qu'on le cherchait, il était torturé, il était tout ce que vous imaginez. Et après, le clergé a parlé, ça a été fermé, on ne sait pas. C'était les tests pour voir à quel niveau ils peuvent arriver. C'est pour ça que j'ai dit que là où nous sommes actuellement, Martinez, c'est comme un martyr, comme Jésus-Christ. Dieu pouvait laisser son fils mourir d'une autre manière. Mais comme il a voulu montrer au peuple, ou si vous voulez, aux hommes que mon fils que moi-même qui faisait des miracles est mort. Et il est mort de quelle mort? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Martinez soit le Jésus-Christ qui tire à sonner l'alarme.
Ça dit que qui meurt pour dire plus jamais ça. On a vu des émissions hier. On a vu depuis peut-être pratiquement une semaine dans votre chaîne ici. Vous avez parlé de cette affaire. Maintenant, il est question de remonter d'un cran pour dire que nous ne travaillons pas. Oui, ça va coûter sur le plan financier, mais quelque chose va se faire. Parce que le président a des notes de renseignement qu'on lui apporte tous les matins et tout. On va vous dire que encore. les enquêtes, c'est qui est fait, c'est qu'il lit. Vous l'avez Il a lu le discours de Je Justin. Il a lu le discours de Justin. Avec les yeux du voisin. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne lit pas. Alors, les notes, ça dépend de qui fait les notes. Voilà. Maintenant, si il a souvent ses cellules d'écoute, il regarde des émissions et tout. On voit seulement comme on a coupé Info TV, on a le signal au matin, on ne sait même pas trop pourquoi, personne ne s'en excuse. Même ce soir, les histoires de Canal, ça c'était coupé partout. On était obligé de regarder dans le téléphone. Quand on voit donc que c'est le noir, mais c'est pas noir, on met là que hommage à Martinez, presse morte. En ce moment-là, vous verrez qu'il y aura un impact. Je ne veux pas dire positif, mais qu'il y aura un impact, quelque chose qui va soulever le président, même si dans un sommet, pour dire que, dites-moi, dans les 48 heures, ce qui s'est passé. Et que les coupables soient véritablement attrapés. Parce que honnêtement, on ne peut pas vivre ce qu'on a vu. J'ai dit encore que le corps de Mathieu, nous étions les habits, et ces gens qui ont fait ça savaient que comme ils ont posé les sévices corporels, avec le soleil, le corps allait faire ce qu'il a fait là. Ils ont jeté les habits pour que quand on va venir voir qu'on sache. Vous imaginez. Et je vais finir. Ces gens-là qui lui donnent les informations. Est-ce qu'ils sont tranquilles dans leur cœur? Parce que si on parle de... Bon, il faut vérifier s'ils en ont encore le cœur. Oui, parce que ça. Parce que... Il s'agit des forces en présence. Ne nous détrompons-nous. Nous voyons comment ça fonctionne aujourd'hui. Ça dit ça va dans tous les sens. Et quand moi je ferme donc ma prise de parole aussi pour dire que quand le président nous interpelle, chacun a son niveau de lutter. Puisqu'il avait annoncé que quel que soit votre niveau, quelle que soit votre position, vous n'êtes pas en reste. Donc tous ont eu peur de cette déclaration-là. Et quand donc les gens veulent aider le chef de l'État, et qui finissent monsieur le chef de l'État, démontrer démontrez-leur que vous avez encore tout le pouvoir. Parce que beaucoup parmi eux savent que nous sommes enfants et que quand nous sommes enfants là, ils attendent seulement le moment venu pour prendre les choses. C'est pour ça qu'il y a cette affaire de bataille. Quand même il y a les batailles au niveau du gouvernement qui est censé nous... Vous avez parlé d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ils vont améliorer les conditions de vie des Camerounais pendant qu'ils sont en train de batailler pour se succéder, pour que vous mourrez, pour que vous quittez le pouvoir et qu'ils viennent prendre ce pouvoir. Monsieur le Président, dites-leur, c'est terminé avec vous. Voilà. Bonsoir Rosalie, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Surtout au prix d'une vie, pauvre veuve et orphelin, que Dieu protège cette famille. Achille Sauveur depuis Ngousso. Rosalie, est-ce que le chef de l'État ne nous a pas jeté en pâture en demandant qu'on l'aide dans la lutte contre la corruption? Je ne crois pas qu'il ait jeté quelqu'un en pâture. C'est normal d'aider son pays pour solutionner les problèmes quand il y en a. Donc, je ne crois pas que dans sa demande, il a jeté en pâture. J'ai plutôt envie de me demander si ceux qui ont remis à Martinez tous les documents qui lui ont remis, eux ne l'ont pas jeté en pâture d'une certaine manière dans leur combat. Bonsoir à vous sur le plateau. La presse au Cameroun n'est pas professionnelle. C'est une histoire de clan ou de règlement de compte. Et je voudrais rappeler au monsieur du MRC que son président fait partie des gens qui ont volé l'argent du pays parce qu'il a servi le même système et continue de le faire par sa femme. Même pas le moment de bataille politicienne sans sens. Il y a des gens comme ça. Il parle de quoi? Je félicite monsieur le député. D'autres mafios peuvent éliminer monsieur Zogo en sachant que le public va accuser X ou Y. Faisons juste attention à la manipulation. Voilà. Autre réaction, en quête de quoi? Tout ça, c'est des foutaises. C'est un processus de musellement de la presse. Si le défunt Zogo avait tort, alors les accusés auraient mieux fait de le traduire en justice. Sincèrement, que l'on arrête de nous distraire. C'est assez cruel et choquant. C'est un crime de trop et le président de la République doit arrêter cette meute qui déshonore son nom. C'est Martial depuis Moura. Comment ces gens font même pour dormir quand la nuit tombe, avec autant de cadavres et un gouvernement avec des lumières qui n'ont jamais éclairé
que ce soit même le citoyen lambda. La guerre de succession fait rage. Monsieur le Président, choisissez-vous un dauphin et faites ensemble next. En fait, je suppose que c'est ce qu'il veut dire. J'espère que je vais y arriver. Trop, c'est trop. Vol et crime à la fois. Êtes-vous conscient de l'horreur que doivent subir les citoyens? Agissez, il y en a marre. Autre réaction enregistrée. Ce soir, c'est saturé. Hein, et vous savez, ma machine, elle ne supporte plus la pression. Bonsoir à vous. Sur le plateau, sur le sujet de l'affaire de Martinez-Zogo, moi je crois qu'il faut que il faut une révolte dans le corps des médias. Nous connaissons les coupables, ils sont là. Merci de nous les désigner. Comme ça, nous, on va faire le reste. Bonsoir, madame, à vous, Rosalie, ainsi qu'à tous vos panélistes, tout en m'inclinant devant l'illustre disparu. C'est avec amertume que je réalise qu'autant les enseignants furent critiqués de n'être pas solidaires, les hommes des médias le sont malheureusement aussi. C'est d'autant plus visible de constater que ce n'est qu'une affaire de certains médias. Lorsque des chaînes consoeurs font tout, mais alors tout, pour ne pas en parler, c'est vraiment honteux, je suis abasourdi. Cette république bananière de voyous a vraiment atteint le Rubicon. Albert Einstein disait, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et Desmond Tutu disait, si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le camp de l'oppresseur. C'est Cédric depuis CEFTA qui réagit. Et vraiment que le ministre de la Communication nous excuse avec ses communiqués puérils et vides de sens. Jusqu'à présent, nous attendons toujours les résultats des enquêtes sur les assassinats de l'évêque Benoît Bala, Samuel Ouazizi, Monseigneur Yves Plumet. Une seconde, voilà, je vais y arriver. Le révérend Angèle Benvin, on avait oublié celui-là. C'était quand même très jeune lorsqu'il avait été assassiné dans son domicile, au niveau des béatitudes, si j'ai bonne souvenance. Le Cameroun est un état de droit où les gros poissons mangent les plus petits. Si notre pays était sérieux, le responsable de la gendarmerie où Martinez-Zogo s'est fait enlever devrait nous expliquer pourquoi son poste de sécurité était fermé et malgré les cris de ce dernier qu'aucun gendarme ne soit sorti. C'est Gauthier depuis Mendong à Yaoundé. Il s'appuie sur ce témoignage de la jeune fille qui dit avoir vécu l'enlèvement au niveau du poste de gendarmerie. Autre réaction enregistrée, bonsoir Madame Rosalie et à tout le panel. Tout ce que je voudrais dire est que ce qui est arrivé à Martinez-Zogo n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand bien on sait que beaucoup de crimes sont commis dans le silence total. Allez-y voir ce qui se passe dans le Nozo. Si le Cameroun nous appartient, alors récupérons notre pays aux mains des criminels qui ne sont qu'une petite poignée de personnes qui veulent s'accaparer du pouvoir à tout prix et à tous les prix. Nous sommes tous en danger dans ce pays. Que Dieu nous vienne en aide. Armel depuis Bamenda qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée, bonsoir à vous. Au studio Martinez-Zogo assassiné, je crois que nous laissons la passion prendre le dessus sur nos raisonnements. Vous parlez du jeu d'intérêt. Pourquoi orienter les suspicions uniquement sur les membres du gouvernement? Et si l'assassinat de Martinez est orchestré par des individus aux ambitions politiques et ou subversives, qui espérait provoquer derrière l'assassinat de ce dernier des mouvements anticipés. Je parie que vous ne voyez pas cela sur cet angle, raison pour laquelle vous faites fixation sur le gouvernement, laissons les services de sécurité faire leur travail. Ngok Jean Armand qui nous écrit ce soir. Oh là là. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Bon, je vais essayer de prendre les SMS parce que là... Même les messages ont fait disjoncter la machine. Hein. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, mais je vais encore lire quelques messages, disons 4, bon, pas 4 minutes. Oh là 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 là, ils sont nombreux, mon Dieu. Ok, je prends n'importe comment. Bonsoir à vous en studio, vraiment ça fait pitié. Qui va encore? Bon, voilà, ça ne fait que rentrer. Et ça ralentit le processus d'ouverture. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir à voir le bout du tunnel, peut-être le temps d'une transition. Et on revient pour poursuivre cette lecture.
Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision et on va poursuivre cette lecture des réactions des téléspectateurs. On va leur accorder encore 2 minutes. Genèse 9, verset 5. Sachez-le aussi, je demanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait, voilà, son message s'est arrêté. En tout cas, il vous a donné le passage biblique, comme pour dire que celui qui verse le sang verra également sa descendance payer le prix de ce sang qui a été versé. Je crois à partir de là. Et on continue à me dire de faire très attention. Oh là là, c'est gentil à vous de vous soucier de moi, croyez-moi. Je suis contente que vous vous souciez autant de moi, mais jusqu'ici, je peux encore dire que je ne m'inquiète pas beaucoup. Bon, peut-être Martinez ne s'inquiétait pas aussi. Et ma machine a décidé que c'est bon. Donc, on va poursuivre cette émission parce que j'ai plus la possibilité de lire vos réactions. Tous mes efforts sont vains, malheureusement. Pourtant, Sarah Martinez vous repose en paix. Sache que les Prado, Land Cruiser gros cylindrés seront la cible du peuple désormais. C'est Raphaël qui le dit. Bonsoir, madame. La gendarmerie est nationale. Pourquoi dénoncer la brigade en question? Vous êtes sérieux? C'est partisan. Je ne comprends pas. Commentaire de partisans. Comment quelqu'un, on peut dire qu'il y a eu une gendarmerie précise qui est dans une affaire, vous demandez d'accuser toute la gendarmerie du Cameroun? Ça a un sens ou bien c'est moi qui ai un cerveau qui ne suit plus le mouvement? Bon, je préfère passer. Je risque de commencer à faire des commentaires un peu compliqués, ce qui n'est pas mon job. Même quand un sujet aussi touchant que celui-ci l'est pour moi, je me fais toujours un effort de garder ma posture. Bonsoir, moi c'est Luna depuis Douala. Pourquoi la gendarmerie était fermée? Laissez les jeunes travailler. Notre président lui-même, il dit quoi? C'est lui qu'on attend. Alors qu'on attend. Mais pour l'instant, nous, on va avancer. Là, je vais démarrer avec toi. On va parler justement d'abus de pouvoir. On peut se dire que là, on est dans un cas de figure d'abus de pouvoir, mais ce n'est pas la première ou la dernière. Les abus de pouvoir ou d'autorité, on en a tous les jours au Cameroun, hein, dans tous les secteurs même. Encore plus les cas de corruption. On parlait tout à l'heure du président de la République qui a demandé de l'aider à lutter avec un tas de cas compliqués, de guettes, comme on l'a baptisé au Cameroun. Aujourd'hui, le pays étouffe, M. Mengue. On ne sait plus où puiser l'air pur, où respirer l'air potable. Je vais dire comme ça, même si c'est l'eau qui est potable. On n'arrive plus à avoir de l'oxygène dans ce pays. On étouffe à tous les niveaux. Les marmites sont vides. On a serré les ceintures au point où on va bientôt se couper les reins. Il paraît même que bientôt on va marcher à pied parce que même le carburant sera un problème. En fait, bientôt on ne pourra même plus respirer du tout. Et c'est compliqué. Oui, ce sont les ingrédients réunis du crépuscule, hein, le crépuscule d'un pouvoir, hein, c'est-à-dire c'est la fin d'une pensée. Le pouvoir, c'est une pensée, une vision qu'on présente au peuple. À un moment donné, il faut bien une mécanique sur pied qui va devoir jalonner cette vision et puis baliser le terrain, implémenter et voir les résultats. Quand on parle d'abus de pouvoir, on parle de détournement, de corruption, tout cela, il faut aller regarder la structure de l'État dans tout ça. C'est-à-dire comment est-ce que dans le fonctionnement des pouvoirs publics, l'État est structuré pour qu'on arrive à se constituer des poches de pouvoir que des gens ont privatisées et contrôlées. Justement. Pour qu'on arrive à accumuler les défaillances et les dérives qui se traduisent ici par la corruption et autres. Nous sommes dans un pouvoir hyper centralisé. C'est-à-dire au Cameroun, la régulation des pouvoirs publics, leur fonctionnement et leurs conséquences, tout cela est concentré entre les mains d'un seul individu. L'hypercentralisation du pouvoir, en lieu et place d'une décentralisation effective et manifeste et concrète qu'on aurait dû peut-être implémenter pour que le seul chef de l'État, le seul citoyen qu'on appelle chef de l'État, n'ait pas sur ses épaules toute la responsabilité des pouvoirs publics, que ce soit les pouvoirs de décision,
que ce soit les pouvoirs de régulation, que ce soit les pouvoirs de contrôle, tout est hyper centralisé entre un seul individu, un seul citoyen qu'on appelle le chef de l'État. Du coup, les limites et l'État se présentent en aval. Du coup, il ne peut plus guetter l'aval, puisqu'on donne les ordres depuis le haut, et c'est des ordres qu'on ne contrôle pas, de bout en bout. C'est des ordres qui sont désorientés et privatisés, à des fins de conserver chacun une part de pouvoir. C'est ça le problème. Chacun bosse à son niveau. Ah, bien sûr. Il y a abus de pouvoir parce qu'il n'y a pas le contre-pouvoir. Oui, je vais abuser du pouvoir parce que je n'ai pas un contre-pouvoir en face. Par exemple, je vais être très clair. Aujourd'hui, on parle de l'assassinat de la liberté de la presse, qui est un contre-pouvoir. Si la presse avait toute sa liberté, il n'y aurait pas des abus. Par exemple, dans certains domaines, puisque la presse aurait la possibilité de dénoncer, par exemple, si elle est libre. Je parle de contre-pouvoir. Regardez comment ça fonctionne au sommet. La séparation de pouvoir, elle n'est pas évidente chez nous. Elle n'existe pas, la séparation de pouvoir. S'il y a séparation de pouvoir, alors je vous dis, il n'y aurait pas abus de pouvoir. Parce qu'il y aurait un contre-pouvoir. Le pouvoir législatif, par exemple, doit le contre-pouvoir du pouvoir exécutif. Il y en a plus qui contrôlent l'action gouvernementale. Par exemple, alors lorsque le pouvoir législatif est inféodé à l'exécutif, comment est-ce qu'il n'y aurait pas d'abus de pouvoir de la part de l'exécutif? Et par conséquent, l'émiettement du législatif, qui est presque inopérant. L'abus de pouvoir au niveau du judiciaire, par exemple, l'exécutif étouffe le judiciaire. Par exemple, aucune instance qui relève de l'ordre judiciaire ne peut diligenter une enquête. Voilà les cas de scandale qu'on parle aujourd'hui, sans attendre les hautes instructions venant de qui? Non pas du ministre de la Justice, mais du chef de l'exécutif, qui est le président de la République. Ce qui n'est pas normal. Automatiquement, il y a abus de pouvoir pour l'exécutif et le judiciaire se retrouve sans pouvoir. Je vous ai donc parlé d'une situation de l'État qui a failli, qui est faillible et qui est défaillante. Il faut déstructurer l'État. Il faut libérer les mécaniques qui permettent à ce que l'État soit opérationnel, afin que que chacun se retrouve dans son siège de pouvoir et même répondre de ses responsabilités. Et qui doit libérer? Mais qui doit libérer? La Constitution, elle est claire. Elle est embrigadée par l'exécutif. C'est justement ce que je voulais dire. S'il fallait se limiter aux écrits, la Constitution, elle est claire. Qui va donc libérer quelqu'un qui est libre? Nous avons besoin, qui refuse de se libérer? Nous avons besoin d'un chef d'État qui respecte la Constitution. C'est ça le problème. La Constitution, elle est là. Hein? C'est-à-dire sur le plan des écrits. Le Cameroun ne souffre pas d'un problème de loi. Mais je dis, c'est le chef d'État qui fait blocage de toutes ces lois. Regardez l'article 66, c'est dans la Constitution. Si elle avait été opérationnelle, je vous dis qu'il y aurait moins de voleurs dans la République. Mais qui bloque l'article 66 dans son exécution? C'est le chef de l'État. Il n'en veut pas. Donc, le Cameroun a besoin de renaître au niveau de l'exécutif qui va devoir respecter les lois de la République. Le Cameroun a besoin d'un chef d'État légaliste, donc qui applique la loi, qui applique les lois fondamentales, notamment la Constitution de la République. Parce que c'est dans cette Constitution qu'est écrite la séparation de pouvoir, mais qui n'est pas appliquée sur le terrain. C'est le chef de l'État qui cause problème. Il a des pesanteurs et des lourdeurs au niveau de la respectabilité, de la légalité constitutionnelle et républicaine. Il ne la respecte pas, il ne la fait pas respecter, parce qu'il a tout concentré entre ses mains. Et aujourd'hui, ça le dépasse. Aujourd'hui, il en a étouffé. Il n'en peut plus. C'est pour ça que c'est bloqué d'amont en aval. C'est pour ça qu'il y a les abus de pouvoir. C'est pour ça qu'il y a le vol et les détournements sont devenus quoi? C'est systématique. Et le pire, l'épée de Damoclès qu'on vient de parler n'a perdu son côté tranchant. Parce que si on avait encore un chef d'État qui est craint par son entourage, je vous rassure, les task force qui sont logés à la présidence de la République et qui sont responsables des Covid, des Cannes dont on parle aujourd'hui là, ils n'auraient pas eu à le faire. C'est parce qu'on ne le craint plus. Ceux-là qu'il a nommé et engraissé ne le craignent plus.
C'est de cela qu'il est question. Donc, il faut que celui qui est à la tête de l'exécutif des Camerounais, dont l'âge moyen est de 20 ans, les ambitions sont tellement énormes, puisse renaître. Ouais. Monsieur Ndougou, apparemment, d'après Monsieur Mengue, on a toute cette situation, on étouffe parce que le président en ce moment ne joue pas pleinement son rôle et empêche les autres pouvoirs d'exercer le leur au Cameroun. C'est son point de vue que je respecte. Mais que vous ne partagez pas. Certainement pas à 100%. Peut-être en pourcentage moins que 100% parce que... tant que c'est 80%, c'est bon. Il faut aussi dire que même à 65-70, il faut aussi dire que quand on vous donne le pouvoir, si vous êtes REC dans cette maison, vous avez la possibilité d'exercer votre pouvoir de REC. Ce qui gêne dans tout ça, c'est que c'est vrai, le président n'a pas voulu être quelqu'un qui a le fouet pour fouetter ces gens qui ne respectent pas un certain nombre de choses. Parce que le président n'empêche pas aux députés et à leur président là-bas de faire leur boulot. De faire leur boulot. Ainsi de suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'affaire Martinez qu'on vient de parler, le président n'a pas empêché au magistrat d'ouvrir une enquête lorsqu'il a été enlevé. Franchement, l'abus de pouvoir existe chez nous. Ça là, c'est clair. Et ça fait même que, je vais vous prendre un petit exemple. J'ai vu une note. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus gouverner au Cameroun comme à l'époque de Mathusalem. Les notes on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on est indépendant depuis plus de 60 ans. On ne peut plus. On a vu une note. Faisant suite à votre appel ou alors à vos instructions téléphoniques. Je m'arrête là. Quelqu'un répondait, un membre du gouvernement répondait à un autre membre du gouvernement. C'est-à-dire que le premier qui lui est rusé répond à son petit frère que par rapport à ce que tu me dis là, voilà, tu m'avais dit telle ou telle chose. On est donc dans ce café là qui fait que un ministre qui doit rendre compte à son chef du gouvernement, rendre compte à quelqu'un d'autre, on va dire à la présidente directement, ça nous fait, on est renversé à la limite. Du coup, on est même perdu. Vous avez un directeur général qui fait son boulot en sa qualité de directeur général. Mais l'abus de pouvoir dont vous évoquez fait que le ministre X ou ministre d'État X, Y va lui envoyer une note pour dire que le président a dit telle chose. Pourtant, au moment où il a été désigné par le conseil d'administration et entraîné par le chef de l'État, il a le plein pouvoir. Donc, l'abus de pouvoir vient du fait que, primo, comment est-ce qu'on arrive au sein de ce pouvoir dont on parle? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est nommé, comment est-ce qu'on est élu. Ce qui fait qu'à partir de là, vous avez un problème de vous mouvoir, de faire votre boulot. Du coup, on va se retrouver dans une situation où on est même perdu. Quand vous observez comment ça fonctionne là maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'impression à un moment donné que le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est très difficile d'en parler parce que beaucoup ont demandé le remaniement et tout. Parce qu'en réalité, on n'a pas l'impression que le chef du gouvernement a du respect de la part de ses membres du gouvernement. Je ne veux pas lui prêter ma façon d'être. Je lui dis peut-être même de quitter même. Pas parce qu'il est incapable de travailler, mais c'est parce que son pouvoir, il ne l'exerce pas normalement. Est-ce que c'est de sa faute alors s'il ne l'exerce pas? Et c'est donc ça que j'ai dit que je ne suis pas à 100% avec Willy, mais je vais donc le rejoindre à ce niveau. Que au moment où lui, il doit... J'ai souvent proposé que si le président nomme les ministres, que le premier ministre ait la possibilité de proposer une sanction d'écarter un ministre qui ne travaille pas. C'est-à-dire que qui a le pouvoir de dire au président... La logique voudrait même que ce soit le premier ministre qui propose... Oui, on dit toujours sur proposition. Mais au moins quand ils sont déjà là, que sur la base du rapport que le premier ministre envoie à la présidente, qu'on puisse vous enlever. Il y a des ministres qui ne travaillent pas bien. C'est visible. Même il faut descendre partout à des niveaux inférieurs pour voir en réalité que l'abus de pouvoir là, ça vient du fait que quand on est là-bas en haut, au sommet de l'État, vous vous souvenez qu'il y a eu des émissions, il y a eu des divergences de points de vue sur cette décision-là qui donne un certain nombre de pouvoirs au secrétariat général de la présidence. Pourtant, c'est une vieille note qui date même de l'époque du président Aïzo.
Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que cette note-là est nouvelle. Ça dit que chacun, parce qu'on vous dit dans la note-là, le secrétaire général de la présidence discrimine lui-même les dossiers qui prennent l'attention du chef de l'État. Dès qu'on l'a dit, c'est un problème. Hein. Ça dit que quand un ministre envoie des documents au Premier ministre, le Premier ministre les envoie à la présidente, le secrétaire général envoie ça à un conseiller technique qui donne son avis, ou à un ministre chargé de mission, je ne sais pas trop moi. Ça nous freine l'appareil étatique, ça nous freine même le fonctionnement réel du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne touche pas du doigt les réalisations. Parce que l'opposition est long. Ça fait donc quoi? Ça fait qu'il faut seulement être en phase avec la personne qui est, comme on dit, entre guillemets au quartier, le vice-dieu. Et ça descend comme ça partout. Lorsque vous êtes DG, on dit qu'il y a un conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui a décidé que vous soyez là. Le président de la République signe donc le décret qui va avec. Mais vous avez, le conseil d'administration décide de ce que vous devez faire ceci, cela. Mais un ministre cherche à venir vous arrêter. Et ça descend encore plus loin. Et vous connaissez le mot. Vous voulez que je rende compte à tel. Quand je vais appeler tel que vous avez fait ceci. Exactement, donc ça devient l'abus de pouvoir. Et ceci va donc avec le deuxième point qui est la corruption. Ça va donc avec la corruption. À partir de là, vous serez obligé d'être compromis. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire telle chose, il me souvient qu'on a enfermé le secrétaire général de la présidence dans ce pays pour abus de pouvoir. Ça fait une influence. Vous le connaissez parce que vous êtes très bien introduit dans ces choses. Il a été emprisonné pour des motifs que je cite, abus de pouvoir, trafic d'influence. Mais ça fait aujourd'hui plus de 20 ans qu'il a été enfermé. Mais ces pratiques-là ne s'arrêtent pas. Et il s'est défendu en disant que lui, il avait opéré comme ça sur l'instruction, dans la même note dont je viens de vous parler. Il avait fait cela sur l'instruction qu'il fallait organiser un sommet que vous connaissez, c'était l'OUA à l'époque. Ce qui fait donc que ces pratiques-là continuent. Je rejoins encore Julie dans ce sens pour dire que, effectivement, c'est le président de la République, une fois de plus, qui en est capable au moins pour l'exécutif. Parce que j'ai dit que le judiciaire... que c'est eux-mêmes qui veulent être en prison. Oui, eux-mêmes. D'accord. Les veulent être en prison. Pourquoi ils veulent être en prison? Mais pour l'exécutif, au moins, le président peut donc diminuer, faire quelque chose pour qu'on avance. Parce que l'abus de pouvoir et la corruption, c'est un véritable frein pour notre développement. Mais pour le législatif... Et le judiciaire, là, tu n'es pas d'accord? Envoyer le ballon, c'est honorable. Il me retournait même déjà avec mon ballon pour lui faire la passe, honorable. Il paraît que le Parlement chez nous ne fonctionne pas à cause de l'exécutif. C'est que vous-même, vous ne voulez pas fonctionner. Non, je pense que Raphaël Enugu, nonobstant sa grande maîtrise des dispositifs de fonctionnement des institutions au Cameroun, fait preuve là, soit de mauvaise foi, soit me prend à défaut de ce que j'estimais qu'il connaît dans la réalité de fonctionnement de nos institutions. Donc il y a intention coupable, monsieur. Vous savez, lorsque Willy Mingue dit que ce sont les conditions d'abus de pouvoir qui sont réunies et dont l'abus de pouvoir ne peut être que le couronnement de ces conditions créées. Tous les institutionnels que vous voyez là, y compris le président de la République, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des dieux de l'univers. Ce sont des êtres humains. Et Dieu qui nous a demandé de le prier, il a demandé, quand les chrétiens commencent la prière, demandent à Dieu de ne point les soumettre à la tentation. Parce qu'on sait, lorsqu'on vous soumet à la tentation en tant qu'être humain, vous allez céder. C'est pour ça que Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, quand vous êtes soumis à la tentation. Quand vous prenez le pouvoir, les dispositifs législatifs et réglementés de fonctionnement de pouvoir au Cameroun, ça voudrait dire que ça vous démontre, vous arrivez à la conclusion que le chef de l'État est tous les pouvoirs au Cameroun. Le président de la République, il est le chef suprême de toutes les institutions. Il est l'épicentre de toutes les décisions. Tout part par lui et tout revient à lui. Je vais prendre l'exemple. Vous avez parlé du pouvoir. Le pouvoir législatif,
dont je suis aujourd'hui membre étant député à l'Assemblée nationale. Elle dit que non, l'Assemblée nationale ne fait pas un souci d'orgueil pour exercer librement son pouvoir parce que c'est eux qui ne veulent pas. Non, c'est faux. Le règlement intérieur, la loi même qui permet la dévolution de pouvoir à l'Assemblée nationale. Regardez comment ça passe. On peut même dire en réalité, si on est objectif, que les postes à l'Assemblée nationale ne sont pas des postes électifs. On a prévu que ce sont des élections, mais ce ne sont pas en réalité des élections. Le PAN est élu comment? Le PAN est militant du parti au pouvoir. Lorsque nous arrivons à la session de plein droit, la session élective, comme c'est le cas chaque mois de mars, à la veille de la plénière qui va être consacrée au renouvellement du bureau, on les réunit d'abord au comité central. Et on leur dit, le président a dit que ça sera tel. D'abord, on dit ça, pas à tous les députés. On le dit au président du groupe parlementaire. Et maintenant, aux autres députés, on leur dit, nous vous rappelons strictement le respect de la discipline du parti. Et la discipline du parti voudrait que vous acceptiez la décision que le président national a prise en ce qui concerne le travail que vous irez faire demain à l'Assemblée nationale. Le reste, votre chef de groupe vous le dira et vous allez tout simplement appliquer. On arrive. Le président du groupe parlementaire, lorsqu'on appelle la candidature, d'abord que, je vous rappelle, quand vous arrivez là, on imprime le bulletin avec le nom du candidat. Et sinon, il est seul. Bon, il va aller, il va dire, c'est tel. Et tout le monde va voter tel. Vote entre guillemets. Ce n'est pas le vote que vous allez voir qu'il y a une urne quelque part. Donc, la deuxième chose qu'il faut comprendre, dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un PAN, qui sait qu'il est là par la volonté du chef de l'exécutif, qui est le président de son parti, et c'est pour ça que l'opposition, si vous regardez le MSC, dans son statut, le règlement intérieur, vous regardez le FDR de Olinga, vous regardez l'UDC, tous les partis de l'opposition, chacun a écrit la noir sur blanc. Si le président du parti est candidat à l'élection présidentielle, s'il est élu, il démissionne du poste de président du parti. Exact. Or, ce n'est pas le cas pour le RDPC actuel. Donc, alors, comment le président de l'Assemblée va oser prendre les distances avec son président national? Avec son président national qui sait que ce n'est pas sa volonté qu'il est là. Et non pas la volonté de ses pairs députés. Parce que s'il le fait, il est sûr qu'au mois de mars, il ne sera plus là. Il est obligé de faire la volonté de l'autre. C'est la même chose pour la suite des bureaux. Et maintenant, qu'est-ce que ça dit à l'Assemblée? Quand vous avez un test, l'ordre du jour à l'Assemblée ne peut pas être fixé si ça ne vient du président de la République là-bas. D'où la notion de chambre d'enregistrement. Ça veut dire qu'on vient avec l'ordre du jour, vous trouverez l'ordre du jour que s'ils ont validé. Et alors, on devait avoir notre liberté, notre indépendance de faire nous-mêmes que cette session, nous parlerons de tel dossier. Et on va le faire. Mais on aura beau le faire. On ne fait pas savoir au Cameroun comment. Mais voilà l'occasion. Il est en train de s'exprimer. Il est devant les médias. On de refuser cet ordre du jour qui vous a imposé. Vous avez la possibilité soit de quitter, comme ce fut souvent le cas, avec vos confrères ou vos compères de l'autre parti. C'est-à-dire si vous laissez là, on vous accuse d'être complice. Vous cessez d'être de l'UPC lorsque vous êtes élu. L'UDC, passez-moi, excusez-moi. Je voulais dire que vous cessez d'être à partir de l'UDC dès que vous êtes élu de la nation, député de la nation. En principe. Ce que vous avez dit pour les présidents des partis, à ce niveau-là, est valable pour vous. Vous laissez d'abord votre casquette politique. Je ne dis pas que vous démissionnez. Votre casquette politique, vous dites que vous êtes député de la nation. C'est-à-dire que vous défendez les lois de cette république. Je sais qu'avec la majorité, c'est compliqué. Mais au moins, vous faites entendre vos voix. Non, écoutez, c'est-à-dire que... Attends. Et puis aujourd'hui, vous avez... Un député ne quitte pas l'hémicycle parce que l'ordre... D'abord, l'ordre du jour de la session n'est pas déroulé en un bloc. Vous comprenez comment ça fonctionne?
C'est-à-dire que vous arrivez, avant d'aller à la session, comme nous irons en mars, s'il plaît à Dieu, c'est la présidence de la République, à travers le ministère délégué chargé des relations avec les assemblées nationales, qui vient vers les représentants de chaque parti représenté à l'Assemblée nationale pour dire quelles sont vos prétentions, qu'est-ce que vous voulez voir figurer à l'ordre du jour de la prochaine session. Vous dites, je veux qu'on débatte, qu'on organise une plénière spéciale sur la crise anglophone. Je veux qu'on fasse ceci. Je veux qu'on fasse... On enregistre. Vous justifiez. Mais on part avec. Et quand vous arrivez, ce qui est annoncé aux députés, c'est l'ordre du jour. Quand on dit il y a plénière demain, on vous dit ce que la plénière là va faire comme travail. Et voilà, vous vivez avec espoir que votre demande va arriver jusqu'à ce que vous vous retrouvez que, bon, on a épuisé les 30 jours de la session. Bon, ça c'est un peu ce que le chef de l'État fait. Maintenant, quand vous prenez une institution, l'une des institutions obtenues de haute lutte, je parle sous le contrôle d'Olinga, d'ailleurs que nous n'avons pas voulu un conseil constitutionnel, nous avons voulu une cour constitutionnelle. C'est le juge judiciaire. Au sortir de la tripartite, les juges, les membres du conseil constitutionnel, on devrait leur accorder le mandat le plus long de la République. Et leur mandat devrait être non renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ces membres-là se sentent indépendants du président de la République qui les nomme. On avait dit qu'ils sont élus pour 9 ans et que leur mandat n'était pas renouvelable. Le président a vu, ah bon, j'ai laissé une disposition qui va permettre aux gens d'échapper à mon contrôle. En 2008, il fait modifier la Constitution et il ramène leur mandat en termes de durée inférieure à son mandat à lui, parce que c'est lui qui est le suprême. Seul son mandat doit être le plus long de la République. Il a 7 ans. Il ramène ça à 6 ans et il dit c'est éventuellement renouvelable. Ça veut dire que tout membre du Conseil constitutionnel qui est là, c'est que si il veut prendre des marges de liberté, on va le dégager. Bien sûr, on va le dégager. C'est la même chose maintenant, tu prends le pouvoir judiciaire. Le président de la République est chef suprême de la magistrature. C'est lui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme les membres. C'est au sortir du Conseil supérieur de la magistrature qu'on nomme tous les magistrats, tous les ordres judiciaires confondus. Comment veux-tu qu'un juge prenne des marges de liberté si c'est que le sort de sa carrière dépend de la bonne volonté de celui qui a étudié? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et je dis tout simplement, pour me résumer, que nous vivons dans une sorte d'hypocrisie d'État au Cameroun. Voilà. Qui fait que le Cameroun, en tant que pays, perd à entretenir les institutions qui sont supposées faire un travail, mais qu'on les empêche de faire effectivement ce travail-là, parce qu'il y a une seule personne qui voudrait tout contrôler et qui est vraiment chef de tout, et que finalement on dit qu'il est responsable de rien, alors qu'en réalité, c'est ça qui est la source des véritables problèmes que nous vivons au Cameroun. D'accord. Président Olinga, à votre avis, pourquoi on étouffe? Je voudrais faire mien les propos de l'honorable et même de mes deux prédécesseurs pour dire que la première chose, et ils ont été clairs, et c'est véritablement ça le problème. La première chose qu'il faut dire, c'est l'architecture de nos institutions. Nous avons un État extrêmement jacobin, c'est-à-dire où le pouvoir et tous les pouvoirs sont centralisés. Le pouvoir est centralisé entre les mains d'une personne. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est également comment les gens font pour arriver à des postes de pouvoir. Donc, nous avons un système qui est essentiellement un système de réseau. C'est-à-dire que les gens, pour vous nommer, les gens ne sont pas nommés de la même manière. Ils ne viennent pas des mêmes canons. Et ça complexifie justement le fonctionnement de l'État. Il a parlé tout à l'heure d'un Premier ministre qui est là, inexistant. Mais on n'a même pas l'impression qu'il est Premier ministre. Donc, en réalité, il est le Premier des ministres. Vous avez également quelqu'un qui, lui, est assis à côté du président, qui semble avoir tous les pouvoirs. Et en réalité, j'ai l'impression qu'il n'a même plus de pouvoir que le président de la République. Mais bien sûr. Lorsqu'on vous dit que c'est lui qui discrimine, je voudrais rappeler ici que, pour ceux qui connaissent à peu près le fonctionnement de l'État, la plupart des services de renseignement, tous les rapports qui montent, arrivent d'abord
chez le secrétaire général. Affirmatif. Alors, si on vous dit donc que c'est lui qui discrimine, n'est-ce pas, les dossiers apportés à l'attention du chef de l'État, ça veut dire que lorsque tous ces dossiers montent, au lieu de les présenter comme cela se fait dans des systèmes de républiques normales, parce qu'il doit porter tous les dossiers à la sanction du chef de l'État, et que c'est le chef de l'État qui lui dise, maintenant il faut gérer celui-ci de telle manière, il faut gérer... Si c'est lui qui doit discriminer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers que le président de la République, chef de l'État, ne verra jamais, qui auront été traités par son vice-dieu, qu'il a nommé, qui n'est même pas élu à la fin. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est également, comme je l'ai dit, même au niveau des institutions où il y a des élus comme... Enfin, des élus... Pourquoi vous répétez des élus? Parce que comme l'a dit, nous le disons depuis. Comme a dit l'honorable, même dans des institutions où on est supposé avoir des élus, il n'y a pas d'élus. C'est des gens qui sont nommés, désignés par le président national de leur parti. Et on sait que lorsqu'il a déjà dit que c'est vous qui êtes candidat, et le système électoral que nous avons, qui font que le plus dur, c'est d'être candidat du RDPC. Le plus facile, c'est pas d'être élu, hein. C'est d'être candidat dans les listes du RDPC. C'est ça le plus dur. Ça veut dire que tout le monde sait que lorsque vous êtes dans les listes du RDPC, vous allez seulement passer. Tout est mis en œuvre pour que l'élection ne soit qu'une simple formalité. Et c'est pour cette raison, justement, madame, je vous ai dit, que le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, parle de révolution refondatrice. Il faut refonder l'État du Cameroun. Il faut qu'on remette tout à plat, qu'on mette en place des institutions solides qui vont travailler et qui vont travailler normalement avec ce qui est convenu d'appeler la séparation des pouvoirs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la forme de l'État. Vous savez aujourd'hui que même les difficultés que nous avons avec nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, la forme de l'État y est pour que quelque chose est en grande majorité. C'est pour ça que nous disons que... Même le fondamental. C'est extrêmement fondamental. Lorsque, si nous décidons, mon parti à moi, le FDR, parle de système fédéral, nous parlons de système fédéral à 10 États fédérés pour un départ. C'est-à-dire nos 10 régions actuelles doivent être 10 États fédérés pour un départ. Pourquoi cela? Parce que quand le pouvoir, il y a une partie du pouvoir qui est cédée à ces États fédérés, ça fait justement que le pays n'étouffe pas comme vous dites, parce qu'effectivement nous étouffons, le pays étouffe, parce qu'il faut tout attendre du chef de l'État. Vous voyez un problème comme celui dont nous avons débattu en premier lieu. Vous voyez qu'il y a une convergence. Tout le monde est en train de regarder que le président dise quelque chose. Or, si les pouvoirs étaient séparés, la justice, quand elle est libre dans un pays, elle se saisit, elle n'a pas besoin, dans des cas de flagrance, de crimes comme cela, de crimes économiques. Mais la justice s'auto-saisit, elle se met en mouvement sans attendre les hautes instructions. Parce que la justice, dans un état normal, est un pouvoir. Dans un état normal, si ceux qui sont élus, entre guillemets là, savez que là où nous sommes là, nous sommes vraiment des élus du peuple camerounais souverain. Mais ils ne se mettaient pas justement dans une logique où on leur dit venez au comité central et puis on vous dit il y a la logique de la discipline du parti et après on vous dit on va vous communiquer le reste. Ils rentrent, ils sont dans la logique sachant, mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas le peuple souverain qui les a élus. C'est le président de la République qui les a nommés. Et ils ont intérêt à être fidèles, à être obéissants à 100% sur ce que dit le président. Sinon, à la prochaine législature, on va vous foutre à la porte. J'ai entendu même dire cela de certains députés qui, à un moment donné... Dans le cas d'Adama Maudit. L'honorable Adama, il y a même un de l'océan. De l'océan, Oyono. L'honorable Yono. Il y a même eu un autre en son temps, je crois, Ferdinand Dinda. On l'entendait dans les médias. À un moment donné, il prenait des initiatives. Vous voyez, c'est des gens qu'on vit. Et la dernière, avec laquelle on va sortir, qui est même la source de la corruption, donc, c'est qu'on a appris à nos élites du parti au pouvoir que quand vous êtes d'un coin de brousse, c'est-à-dire dans votre arrondissement, et que vous êtes supposé être la personnalité ressource,
du comité central là-bas, vous n'avez pas le droit de perdre les élections. Et à partir de ce moment, chaque élite, chef de service, directeur, sous-directeur s'arrange premièrement à ce que les élections soient toujours gagnées, entre guillemets. C'est-à-dire avec bourrage d'urnes, à corruption des chefs traditionnels, violence physique même sur les candidats des autres partis. Et c'est donc cela qui fait que la corruption que nous décrions, la prédation est pignon sur rue. Parce que chacun, quand il sait que je suis l'élite de mon arrondissement, et que lorsqu'il y aura des élections, il me faut un trésor qui me permettra de corrompre les sous-préfets, les préfets et tout le monde, y compris les chefs traditionnels, et d'apporter un peu de vin frélaté et de maquereau, bien sûr, et parfois du riz de très mauvaise qualité, n'est-ce pas, aux vieilles mamans de chez moi. Ça fait que les projets qu'il est censé gérer, exécuter, il n'exécute rien, ou alors il les exécute au rabais, il vole tout l'argent, parce qu'il faudra qu'à la prochaine élection, il apporte 100% au président de la République. Cet ensemble de choses biaise le fonctionnement normal de notre pays. Et c'est pourquoi mon parti a parlé de refondation. D'accord. Et justement, nous allons y arriver. J'espère. Cela pourrait ressembler à une petite anecdote, si vous permettez. C'est pour ça que le chef d'État est parti. Il est parti de rendre gauche à rendre compte. Ça veut dire, allez voler, venez me rendre compte de ce que vous avez volé. Une partie est peut-être utilisée pour, n'est-ce pas, entretenir l'électorat de base. L'autre, bon, peut-être, mais pourvu que vous ne guettiez pas mon pouvoir. Rendre compte, on ne rend pas compte quand on a volé. On doit les attraper et les mettre en prison. Ils doivent rendre gauche et non rendre compte. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Bonsoir la charmante journaliste. J'apprécie bien votre manière de poursuivre les débats. C'est depuis le Gabon. Je m'excuse de ne pouvoir rendre public tous vos messages ce soir. Malheureusement, la machine a bugué. Tout à l'heure. Bon, on aura l'opportunité, bien entendu, de restaurer ce problème. Hein. Je l'ai promis d'ici février de trouver une solution pour que nos lectures se fassent plus aisément. Merci, je le répète encore, à vous quatre d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs ce soir. Merci à Mesdames Dengue qui était derrière les caméras. Belvas a encore réalisé cette émission. Janvier Kenge, le Décamix Maison était au mixage vidéo, à la diffusion, bien entendu. Marcel Ngono a assuré le make-up. Jean-Martin Kemfak a assuré la supervision technique. Et Parfait Haïti est à la supervision générale. Respect, monsieur Dieudonné. On se retrouvera demain avec le même bonheur, Inch'Allah, lorsqu'il sera 17h. À ce moment, nous sommes des instruments au service du peuple. Espérons simplement qu'on se retrouvera demain dans la paix. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes depuis quelques jours. Je le rappelle que le journal en anglais, c'est à 19h avec Herminie Louga. À 20h, c'est le journal en français avec Théophile Vianney-Bia. Bonne suite de programme sur nos antennes. C'est ici que ça se passe. Au revoir.